intéressant du texte, moi ce qui m'a le plus bouleversé, c'est la relation qui s'instaure entre lui et vous. Comment conserver la dignité de son père tout en le protégeant, tout en essayant de pas trop le protéger d'ailleurs. Et c'est ça que j'ai... Enfin, le texte est bâti comme ça sur 4 saisons, ça aussi c'est très chouette. Parce qu'on voit, peu à peu, on arrive l'été, l'hiver, le printemps, et on voit cet homme comme ça aussi, sa fragilité augmente aussi, on le perçoit au fur et à mesure. Et là, je trouve que vous avez... Pas du tout, il reprend des forces. Oui, non mais c'est vrai. Non, je pense que vous avez envie qu'il reprenne des forces, mais quand même, je trouve autour du texte, on le sent de plus en plus fragile quand même. Autour de... Quand il essaie, par exemple, il continue à écrire, il continue à ne pas se laisser faire, mais vous annoncez quand même la fin, même si vous n'en avez pas eu conscience en l'écrivant. Moi, j'étais persuadée que ça allait arriver, que c'était comme ça. Même si, mais c'est vrai que le livre a quelque chose de solaire, c'est très étrange, hein, parce que je pense que c'est la relation entre tous les deux qui est magnifique. C'est la maladresse de la fille, enfin votre maladresse, parce qu'on peut être que maladroit quand on aime quelqu'un et qu'on essaie de... Moi, je suis très maladroit. Ouais. Non mais là, par rapport à cet homme qui est résistant, il essaie d'envoyer bouler sa fille aussi, en même temps elle arrive très très bien. Oui. Les pères en général arrivent très très bien à bouler leur fille. Ça dépend des pères, ça dépend des filles quand même. Mais là, en l'occurrence, il y a des moments comme ça, il y a des vrais moments de grâce entre vous. Je vais demander à Yann de nous lire un passage pour vous faire entendre le texte, si tu veux bien, Yann. On a fait des coupures dans le texte pour pas que ce soit trop long, mais on avait envie de rendre le père très fort. Et aussi, il y a une scène qui est très jolie qui se passe en Bretagne. Alors, il y a juste une chose qu'il faut que je dise, parce que je sais par expérience que ma forme d'humour, parfois, peut créer des malentendus. J'ai un cœur de pierre, mais pas forcément non plus au point où je mets en avant. Donc, c'est juste que j'ai assez horreur du pathos. Donc, dans les livres, les livres et les livres, mais dans la vraie vie et face à vous que je ne connais pas, qui ne me connaissez pas, c'est vrai que j'ai tendance à je ne voudrais pas vous blesser certaines personnes par mes blagues parfois un peu inappropriées. Donc, si jamais vous entendez des blagues inappropriées, mettez ça au compte de la discrétion naturelle, qui fait que ce qui est dans les livres est dans les livres, et ce qui est ma façon de me défendre est ma façon de me défendre, parce que j'aurais horreur d'étaler des choses qui ne correspondent pas. Si c'est Mon père inapproprié, n'aimerait pas. je vous saute dessus si c'est inapproprié. Et je dis non, non, d'accord? Vas-y, Yann. Il ne reste désormais plus que nous deux, mon père et moi, dans la maison bretonne. Le couloir résonne des départs qui ont eu lieu. Les fleurs fanent, les plages sont vides, l'été s'enfuit, nous durons. Rester avec mon père, rester ainsi ensemble, à l'abri du temps, le plus longtemps possible, c'est ce que je crois être mon devoir. Chaque jour vécu est une victoire, et j'ai cette idée folle d'une provision de force que nous faisons ainsi en vue d'autres batailles. Des réserves d'air iodé et salin, des réserves de forêt, des réserves de beauté, des réserves d'océan, de landes, de bruyères et de vagues, de promenades au milieu des fougères, de conversations. Mais où les mettons, ces réserves? Dans quelle partie du cœur? Chaque nuit, je fais des cauchemars. Des chiens ouvrent leurs gueules sanglantes. Mais voici qu'une nuit, des cris me réveillent. Des hurlements, des rires brutaux, des exclamations, des klaxons. Du verre brisé, des bouteilles, je pense, jetées sur le lampadaire. La lumière qui s'éteint brusquement me réveille. Je me rue à la fenêtre, sans l'ouvrir pourtant, et sans allumer la veilleuse. Je vois 5 voitures qui freinent brutalement. Chicane de phare et portières qui claquent. Des hommes sont entrés dans le jardin. La barrière de bois noir bat comme une manche vide. Ils allument des feux. Ils y jettent des branches sèches. Ils rient très fort. Ils se déshabillent. Ils dansent autour des feux et boivent. Ils jettent des canettes contre le mur de vigne vierge. Ils pissent dans le massif d'hortensia aux pétales bleus et dans le massif d'hortensia mauve.
Ils pissent face à la mer, ils pissent dans le feu, en vociférant des rires. Ils n'en finissent plus de pisser. Ils se jettent les uns sur les autres. Ils cassent des choses que je n'identifie pas. Des bouteilles valsent, ils coursent un chat, ils se battent. À plusieurs contre un seul, ils le frappent. Puis la mêlée devient générale. Ces hommes dont je distingue mal les traits ont entre 30 et 50 ans. On dirait des cadres pris de folie. Ils sont juste devant notre porte. Ils hésitent. Ils s'engueulent encore. Je ne comprends pas les mots. Leur ivresse me terrifie. Leur violence me jette dans une panique enfantine. Caché derrière le rideau minuscule de la fenêtre, je regarde. La peur me paralyse. Je ne fais rien. Sur la terrasse, le matin, face à la mer très basse, au moine fatigué, tout en buvant son café, en mordant dans son pain blanc et sec, en avalant son bout de fromage, mon père me dit qu'il a entendu des bruits bizarres. Mais je me suis endormi tout de suite, dit-il. Pas moi. Tu aurais dû m'appeler. Je t'aurais aidé si tu m'avais réveillé. Je serais sorti pour les faire déguerpir. Ils nous auraient massacrés, pensais-je. Mais je ne dis rien. Dès que j'ai le dos tourné, mon père respire, me semble-t-il. Comment admettre pareille réalité? Il sort la pochette bleue de tabac caporal, il bourre sa pipe, cherche son briquet, promène la flamme sur le fourneau, se verse un café et ouvre son ordinateur qui ne s'allume pas. Il essaie de mettre en route sa connexion qui échoue. Juste après les repas ou à tout autre moment, il y retourne. Je vais me reposer, dit-il à la cantonade. Et il se jette, c'est certain, sur la machine muette, sur le tabac, le café et l'ordinateur, la vie. Parfois l'engin se met sournoisement en marche. Pendant quelques minutes, tout fonctionne. Les mails pleuvent, les spams sont là comme de la vermine. C'est cela le pire. Sinon il finirait par se lasser. Je le comprends très bien. Je suis comme lui. Nous sommes tous, je suppose, habités par l'entêtement, ayant horreur qu'on nous dise quoi faire, haïssant plus que tout les laisses. Et si nous allions vers le phare, dis-je, si nous faisions une promenade? La lumière est si belle vers 6 heures du soir. Le ciel est presque toujours limpide et l'air léger, la mer bleu foncé et les voiles au large sont plus blanches. La promenade au phare est la plus simple des promenades que l'on puisse faire en partant de la maison. Quand j'étais enfant, je ne voulais jamais la faire. Elle passait par le vieux blocos, rempli de déjections, de papiers sales et de serpents. Elle passait par le calvaire et son palmier, un Christ très verdâtre, et une croix érigée là en 1920 par un ambassadeur nommé de Margerie, nous disait-on, pour remercier le ciel d'avoir sauvé ses fils. Mais les promenades que nous détestions enfants ont des charmes qu'on n'aurait jamais imaginés et une douceur irremplaçable. Nous montons au milieu des pins, des noisetiers, des buissons de mûres et des fougères. Et bientôt une allée surgit, verte et droite, avec au bout la mer étincelante. Mon père taquine avec sa canne les jeunes pins replantés après la grande tempête. Un chevreuil file. Des chiens aboient. Le soleil descend un peu et nous éblouit. Nous bavardons. Nous disons gaiement du mal de quelques personnes. Nous décupons des gestes. Nous interprétons des destins. Et puis nous ne disons plus rien. Arrivé devant la barrière bleue du phare si bien repeint qu'on dirait qu'il est faux, et après une pause, nous entamons la partie de la promenade qu'il préfère, une descente à travers le champ vert.